Donc c'est la première fois que nous accueillons Morvan Burel au mercredi de la NAR. Pas ses camarades, pas les co-signataires de ce petit livre qu'il vient présenter. Nous connaissons Aurélien Bernier, nous connaissons Christophe Ventura, qui doit revenir très prochainement, nous parler de l'Amérique latine cette fois-ci. Nous connaissons aussi le thème qui sera développé ce soir, la gauche à l'épreuve de l'Union européenne. Depuis quelques années, l'ANAR fait le constat de cette grande difficulté à articuler la souveraineté populaire avec la question de la souveraineté nationale. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous êtes dans une profession qui est très sensible, un petit peu proche des thématiques des relations interétatiques. Vous êtes donc militant dans ce collectif chapitre 2 que nous connaissons. Vous nous expliquerez ce que peut être le chapitre 1 pour vous dans ce qui nous arrive. Et puis le chapitre 3, c'est-à-dire quelle stratégie, j'imagine, mettre en œuvre pour sortir la gauche peut-être de cette épreuve, aucune épreuve n'est jamais insurmontable. Donc on va vous laisser la parole pour présenter cet ouvrage, ce petit ouvrage collectif, 3/4 d'heure, et puis après on entrera dans la discussion avec nos amis de la salle. Voilà. Merci. La parole. Merci donc pour cette présentation. Je vais moi-même me présenter effectivement, puisque je pense que la plupart d'entre vous ne doivent pas me connaître. Donc je m'appelle Morvan Burel, effectivement, je suis dans le civil inspecteur des douanes, mais c'est au titre aujourd'hui de secrétaire général du syndicat Solidaire Douane que je suis devant vous, et surtout donc en tant qu'auteur donc de ce livre chapitre 2. À cet égard, une petite parenthèse pour commencer. Je m'excuse si mes propos seront peut-être un peu décousus, mais en ce moment, il n'aura peut-être pas échappé à certains d'entre vous qu'on vit un conflit social important dans l'administration des douanes. Mes collègues sont en mouvement depuis maintenant plus d'un mois, avec un événement déclencheur qui a été celui de l'annonce du Brexit, mais qui a fait émerger des préoccupations bien plus fortes dans la profession, notamment évidemment sur le pouvoir d'achat qui, comme partout dans la fonction publique, est en berne depuis maintenant plusieurs décennies presque, on pourrait dire. Et puis bien plus globalement sur, je dirais, un malaise douanier qui s'explique en grande partie donc par un reflux et des emplois et des implantations géographiques et des missions douanières qui sont toujours remises en cause par les différents pouvoirs politiques qui se succèdent maintenant depuis plusieurs années. Mais ça, on aura l'occasion peut-être d'en reparler lorsqu'on présentera le livre. Voilà, il faut savoir que c'est un conflit social qui s'exprime non pas par des moyens plus traditionnels comme la grève ou les arrêts de travail, mais que nos collègues font ce qu'on appelle des contrôles renforcés, c'est-à-dire qu'ils exercent leurs compétences de contrôle de façon assidue, avec zèle, comme on dit, et donc ça provoque aujourd'hui pas mal de retard sur des points stratégiques comme le tunnel sous la Manche à Calais, ou bien la gare du Nord ou la frontière suisse. C'est pas mal repris médiatiquement, mais aujourd'hui on est quand même dans un conflit qu'on n'a pas vécu, je pense, depuis très longtemps. Et que face à nous, comme aujourd'hui tous les acteurs sociaux en lutte, on a un pouvoir politique très idéologique et qui est très buté et qui se refuse à toute forme de solution et qui surtout se refuse à donner l'impression de céder devant un mouvement social. Donc on est aujourd'hui en plein boulot. C'est très stimulant aussi de se retrouver dans la défense de collègues en action. Ça montre que les mouvements sociaux peuvent toujours surgir, même quand on s'y attend pas. Très honnêtement, en tant que leader syndical, en tant que responsable syndical, on n'avait pas du tout envisagé que les collègues se mettraient en mouvement de façon très spontanée, aussi rapidement. Et c'est, je pense, un vrai message important à diffuser dans toutes les sphères, c'est que même quand les situations paraissent le plus bloquées, et que le renoncement social paraît généralisé et qu'on a l'impression que le peuple ne se remettra plus en mouvement, eh bien, quand on s'y attend le moins, des mouvements, et même parfois des mouvements durs, comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui, nous, dans notre profession, peuvent se faire jour et peuvent
et peuvent, on l'espère en tout cas pour nous, aboutir à des solutions et des avancées sociales. Et on aimerait évidemment que ces mouvements puissent évidemment se généraliser. Voilà, bon, donc tout ça pour vous dire que ma présentation d'aujourd'hui, j'ai pas pu la travailler aussi précisément que j'aurais souhaité. Je m'en excuse auprès de vous. Si jamais mes propos sont pas forcément très clairs dans mon déroulé, j'espère que les questions que vous ne manquerez pas de me poser me permettront de remettre tout ça sur des rails un peu plus précis. Donc, comme il a été annoncé dans la courte présentation, donc, ce livre est un livre collectif, donc écrit par des gens qui s'appellent Chapitre 2. Alors, quelques mots pour vous expliquer tout ça, pour ceux qui feront l'acquisition très peu onéreuse de cet ouvrage. Vous verrez qu'à la fin du livre, on a publié le manifeste qu'on avait rédigé lorsqu'on s'est constitué. Donc ce groupe s'est constitué à l'automne 2015 sous l'impulsion de Christophe dont tu as parlé tout à l'heure dans ta présentation. Donc vous connaissez, qui est effectivement spécialiste de l'Amérique latine, qui a longtemps travaillé à Attac, qui a publié de nombreuses contributions, notamment dans le monde diplomatique. Et qui donc avait fait le constat, comme beaucoup d'entre nous, qu'à un moment donné, on se trouvait, nous, la gauche, puisque ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui le monde militant de gauche et la façon dont il se situe face à la crise économique et donc face à l'Union européenne, qu'on était vraiment dans une impasse totale. Une impasse totale pour répondre à ce que je pense beaucoup d'entre nous font le constat, à savoir une crise économique qui est plus juste une crise économique cyclique, comme celle qui rythme la vie économique du capitalisme depuis le XVIIIe siècle, mais bien quelque chose de très profond et qui, au-delà d'une crise économique, est bien une crise sociale et même donc une crise démocratique, qui donne effectivement une impression d'étouffement des peuples sur lesquels on n'envisage pas trop de portes de sortie. Surtout, c'est que ce que tout le monde constate, c'est qu'il y a un vrai changement fort qui s'est produit après 2008, c'est-à-dire après cette crise économique sauvage qui a été déclenchée par les effets du capitalisme. Et donc finalement, le paradoxe jusqu'à aujourd'hui, c'est que de cette crise déclenchée par lui-même, le capitalisme est ressorti renforcé. C'est-à-dire qu'il déclenche une crise totale, globale, parce que justement il est global et qu'il n'est plus du tout régulé. Et au lieu effectivement de corriger ces excès et donc de se réenclencher sur quelque chose, une société plus apaisée, le capitalisme a encore finalement fait payer le prix de sa crise à ses victimes. Et pour nous, l'exemple le plus marquant de tout ça était le tournant grec. Ce qui s'est passé en Grèce à ce moment-là, pour nous, est vraiment un tournant historique majeur dont on n'a pas fini aujourd'hui de tirer encore les conséquences. Et de façon générale, en fait, on considère que la gauche, face à une crise du capitalisme, n'est malheureusement pas capable de répondre avec ces outils qui sont de l'égalité de la justice sociale, de l'approfondissement de la démocratie, et qu'elle reste finalement aujourd'hui fragmentée. Elle ne donne pas l'impression de pouvoir donner un corpus programmatique et idéologique fort au peuple pour justement lui convaincre que la solution se trouve chez elle. Pour ça, effectivement, l'échec de Syriza, il a été crucial. Et je pense qu'il doit tous nous engager parce que Syriza, c'était quand même un vrai moment d'espoir où sort effectivement d'une situation totalement chaotique où la Grèce a complètement été laminée par la crise économique, un gouvernement porté par une gauche de transformation sociale. C'est comme ça qu'on va appeler pour nous la gauche non social-démocrate. C'est le terme qu'on s'est choisi. C'est un leader jeune, porté par des idées percutantes et qui va effectivement essayer de sortir son pays de cette impasse. Et finalement, en quelques mois, il s'est heurté au mur européen. Il s'est heurté à une espèce de bloc total de refus du capitalisme qui s'est incarné dans l'Europe, qui s'est incarné par le refus des États membres mené par l'Allemagne et l'imposition d'une cure d'austérité, d'une violence extrême devant laquelle Syriza n'a pu que plier. Qui a plié de façon extrêmement dramatique dans le déroulement, puisqu'elle
propose, vous vous rappelez tous, il propose un référendum. Majoritairement, le peuple approuve de ne pas se plier au plan européen. Et finalement, 10 jours après, Tsipras décide quand même de s'y conformer. Donc là, pourquoi est-ce que ce tournoi il est fondamental? Parce que si Syriza a planté, je pense qu'on n'est pas les seuls à faire cette analyse-là, c'est que finalement, il n'avait justement pas prévu, il n'avait jamais envisagé, il n'avait jamais annoncé qu'il pouvait évidemment envisager un avenir en dehors de l'Union européenne. Donc là, en fait, réellement, il y a sur à quoi on pense dont on n'est pas sorti aujourd'hui, il y a une vraie impasse intellectuelle dans laquelle la gauche se trouve, parce que non seulement effectivement elle ne parvient pas à dépasser l'Europe, mais globalement en fait elle n'a pas de réponse à ce dont l'Europe est l'incarnation la plus parfaite, c'est-à-dire la dérive de la mondialisation. Elle n'a pas de réponse aujourd'hui globale, en tout cas elle n'arrive pas véritablement à les faire émerger et à les exprimer, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas aujourd'hui quel plan elle va mettre en place pour protéger les peuples de la concurrence permanente dans laquelle la mondialisation économique les plonge. C'est réellement à ça qu'on est confronté. Et face à cette difficulté-là, l'Union européenne rajoute quelque chose, c'est qu'elle se transforme au-delà d'une impasse, elle se transforme véritablement en tabou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne, tout le monde arrive à peu près à la critiquer, mais on a vraiment du mal, en tout cas à gauche, à dire réellement ce qu'on va faire pour la dépasser et dire ce qu'on va en faire, ou en tout cas plus en faire, pour trouver une solution à la crise dans laquelle on se trouve. Parce que l'Union européenne, elle présente un sujet quand même tout à fait particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour nous l'Europe économique, comme on entend souvent. On dit si on est plongé dans cette impasse, c'est que l'Europe c'est faite par... Alors, en gros, l'Europe c'est faite par l'économie. Donc réinjection du social. En fait, ça va vraiment bien plus loin de ça. L'Europe, c'est pas simplement des principes économiques, parce que finalement, l'économie, c'est pas fléché comme étant de droite, c'est pas fléché comme étant libéral. Tout le monde fait de l'économie politique. Cette économie politique peut être de gauche, mais ça va bien au-delà de ça. L'Europe, c'est structuré sur le niveau continental un espace de dumping organisé. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose auquel on tient. Si on n'a pas compris que l'Europe s'est structurée autour du marché intérieur et que ce marché intérieur, c'est l'organisation de la dérégulation, l'organisation du dumping, alors on est vraiment face à un problème. C'est pourtant effectivement ce qu'est l'Europe. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui effectivement ce marché intérieur qui organise le dumping commercial, c'est la privatisation de tous les pans économiques qu'on a vu avec le ferroviaire récemment, mais ça a été aussi avant l'énergie, les télécommunications, le marché postal. Tout ce qui relève de la sphère des échanges, de la sphère économique, doit obligatoirement être confié au privé. Et ça, l'Europe l'impose au peuple, et on verra exactement comment est-ce qu'il s'y prend. Et puis, évidemment, tout ça a été parachevé par ces dernières années. La mise en circulation de l'euro, c'est-à-dire une monnaie déflationniste, figée, et en empêchant effectivement toute utilisation de la politique monétaire par les responsables politiques. Et puis, maintenant, la règle d'or, l'austérité budgétaire, effectivement, qui ont complètement figé toute capacité aujourd'hui du politique à proposer et mettre en place autre chose que des politiques de pure austérité et du libéralisme le plus dur. Malgré tout ça, effectivement, ce qui sont des faits, je pense, qui sont assez largement partagés aujourd'hui dans la gauche de transformation. Aujourd'hui, tout le monde fait quand même ce constat-là. Et vraiment, depuis Syriza, il est quand même difficile de dire que c'est pas le cas et qu'on peut toujours ergoter sur l'intérêt européen. Non, c'est réellement l'Europe qui l'impose. Ça, aujourd'hui, on n'est pas les seuls à l'écrire. Je crois qu'il y a un bouquin de Attaque Copernic qui vient de sortir sur des thèmes qui sont un peu identiques, qui sont même largement identiques. Mais aujourd'hui, on a encore du mal à dire, qu'est-ce qu'on va faire de ce constat et qu'est-ce qu'on va faire, justement, quelle stratégie on va élaborer pour sortir de cette situation de blocage, pour convaincre le peuple qu'on est capable de le faire et pour l'emporter vers une gauche qui est capable d'assumer demain ses responsabilités politiques. Aujourd'hui, il semble qu'on n'en est pas là, et pour autant, nous, on fait vraiment le constat aujourd'hui que dans le champ politique, la question européenne est vraiment la mère des batailles, et que si la gauche n'y répond pas tout à fait clairement, elle envoie le message qu'elle se condamne à l'impuissance et
qu'elle n'est pas prête à exercer ses responsabilités. Alors c'est réellement de ce point de vue-là qu'on a choisi de faire du sujet un livre entier. Quand on s'est penché sur la question, la mondialisation, l'impasse, l'organisation du dumping, qu'est-ce que la gauche peut faire, pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas, on a vraiment fait l'analyse que tout ça se concentrait sur la question européenne et que c'était sur cette question-là qu'il fallait qu'on s'investisse et qu'on propose une contribution. Avant d'écrire ce bouquin, on a organisé en 2017, au cours de la campagne électorale, on a organisé des rencontres. Je pense qu'on est les seuls à l'avoir fait. On a convoqué, proposé aux partis politiques qui étaient en campagne d'organiser des réunions publiques autour de cette question-là pour savoir comment est-ce qu'effectivement les partis qui se présentaient devant le suffrage du peuple pendant le moment majeur en France que constitue la séquence présidentielle législative, comment est-ce qu'ils envisageaient effectivement de débloquer ce qu'on analysait déjà dans un verrou européen. Et là, on a vraiment constaté qu'il y avait quand même des divergences fortes d'approche entre les partis qui considèrent qu'on doit toujours rester à l'intérieur de l'Union européenne, changer celle-ci surtout n'en changeant pas les règles, et ceux qui se prononcent déjà sur des ruptures beaucoup plus fortes. Ça, on y consacre un chapitre entier. On pourra y revenir, si vous voulez, dans vos questions, plus précisément sur ce qu'ont dit les partis politiques. Mais réellement, en quelques mots, il y a quand même eu un moment fort qui, je pense, va continuer à structurer quand même pas mal la vie politique du moment. Enfin, en tout cas à gauche, c'est cette fameuse proposition du plan A, plan B qui a été lancée pendant la campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui a été, je pense, un moment réellement fondamental, parce que pour la première fois, on a un parti politique qui s'est donné la peine, au moment d'une élection, de dire voilà, la question, on ne la contourne pas, on l'aborde de front, on a une stratégie pour en débattre si vous le souhaitez, pour savoir ce qu'on peut en penser. Et voilà, on a réellement quelque chose qu'on met sur la table, et c'est un peu, je dirais, pousser tout le monde à se positionner, plus ou moins bien d'ailleurs, mais là pour le coup la France Insoumise a réellement pris un temps d'avance. Nous en tout cas, au sein de chapitre 2, on considère que réellement on doit partir du principe qu'on ne résoudra pas le problème européen sans annoncer des ruptures. Alors on verra après les ruptures telles qu'on les envisage, mais on ne peut pas considérer qu'on fera un changement type Europe sociale. Ça ne nous semble pas raisonnable, ça ne nous semble pas du tout réaliste d'afficher ce genre de stratégie. On l'expliquera tout à l'heure, et que réellement on doit assumer, et on doit le dire, parce que si personne ne le dit jamais, on restera toujours dans quelque chose qu'on n'affiche pas. Et je pense qu'on manquera de crédibilité quand il s'agira de convaincre les gens de venir avec nous. Mais tant qu'on ne dira pas qu'il faut une rupture, voire un affrontement direct et frontal avec ce qu'est l'Union européenne d'aujourd'hui, on restera loin du compte. Je pense que dire ça, c'est pas de dire, c'est pas de se cacher derrière des slogans comme le Frexit, qui à mon avis sont assez vides de sens, et surtout si on n'a pas grand-chose derrière. Mais en tout cas, et puis on doit aussi partir avec une conscience des réalités, qui est que le peuple massivement, s'il est assez conscient, on doit faire une analyse fine, mais s'il est globalement assez conscient de ce que représente l'Union européenne, il y a une réalité, c'est qu'il n'est pas prêt à dire frontalement qu'il est prêt à rompre. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet sur lequel les responsables politiques doivent s'en emparer, mais tout en ayant effectivement conscience que c'est effectivement une route pleine d'écueils. Mais je pense que c'est justement le rôle d'un collectif comme le nôtre, qui n'est pas directement engagé pour le coup en tant que tel dans une campagne électorale, de décortiquer ces choses-là et de les mettre sur la table. D'ailleurs, on s'y est confronté directement finalement par l'écriture du livre. C'est quand on décide d'écrire un bouquin à 5 personnes différentes, 5 c'est beaucoup quand même, quand on écrit 180 pages,
on s'est rendu compte que déjà à 5, on avait du mal à s'accorder sur ce qu'on envisageait dans les constats et dans les sorties, dans les solutions, et qu'on était véritablement face à un sujet qui était vraiment crucial. Mais justement, on a fait le choix, ça nous a pris du coup plus de temps, on a fait le choix de ne pas faire un livre de compilation de contributions. Ce qu'on voit souvent sur ce type de sujet, chacun écrit un chapitre et finalement on met sous la direction de Christophe Ventura et puis on a ces petites contributions de chacun d'entre nous. On s'est dit que c'était plus intéressant justement d'écrire un livre qui serait signé dans son ensemble et justement de se confronter entre nous à ce qui était des divergences de point de vue. Et on s'est rendu compte qu'en travaillant réellement, on arrivait, quand on voulait arriver à quelque chose dans lequel on se reconnaissait tous, il y avait pour le coup un rendu intéressant, ce qui à mon avis fait la force et la particularité de ce livre. C'est qu'on essaye vraiment du coup de faire des constats, que les constats que tout le monde fait, quels sont les blocages économiques, l'euro, la politique budgétaire de l'Union européenne, quels sont ces blocages démocratiques, la force des lobbies, je pense que ça c'est des choses qui sont importantes à placer. Mais ça, quelque part, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens à gauche, et même peut-être au-delà, qui les font déjà. Mais nous, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est de mettre le doigt sur ce qui empêchait les politiques classiques dites d'Europe sociale, et surtout qu'est-ce qu'on va vous proposer derrière. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire nous on constate ça, c'est un peu souvent le problème de l'Europe, on constate l'Europe elle est libérale, il faudra faire autre chose, il faudra faire une Europe sociale. Je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a surtout rien dit. C'est surtout d'ailleurs ce qu'on veut faire, on veut surtout ne rien dire. Mais ce qui est important justement, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut faire et comment on va le faire. Donc au-delà des points de blocage sur notamment les points de blocage de l'euro, sur lesquels on a consacré comme tout un chapitre et donc tout un encadré en particulier pour essayer de démontrer que si demain la France envisage des ruptures avec la monnaie unique, on ne va pas se retrouver dans un monde de chaos absolu. L'apocalypse ne va pas tomber sur les malheureux Français et le sol ne s'ouvrira pas sur leurs pieds. On essaye vraiment, parce que c'est quand même un peu ce qu'on entend pour décourager toute velléité de critique de la monnaie européenne. Et on a vraiment essayé d'outiller les militants pour dire si la France sort de l'euro, ce qu'il en adviendra. Mais au-delà de ça, on a vraiment voulu nous insister sur quelque chose qui est, on pense vraiment au cœur de ce qui doit être la réflexion aujourd'hui des organisations de gauche qui veulent débattre de l'Europe, mais qui aujourd'hui, je n'en parle pas, c'est que telle que l'Europe est construite, telle qu'elle est organisée, il est impossible d'envisager une rupture en son sein. Ça, c'est réellement important de le dire. Et pourquoi ? Parce que l'Europe, c'est du droit. C'est avant tout, l'Europe, c'est les traités, donc c'est pas quelque chose de purement symbolique ou qui est purement un objet politique mal identifié. L'Europe, ça existe bien. Ça s'appelle l'Union européenne, et l'Union européenne, ce sont les traités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je pense que pour les quelques-uns qui ont fait quelques études de droit, même si c'était il y a longtemps, on se rappelle de ce qu'on appelait la pyramide de Kelsen, qui nous disait que les normes juridiques, ça s'organise selon une hiérarchie. Au sommet, vous avez la Constitution, et puis en dessous, vous avez les lois, les règlements, les arrêtés, et éventuellement les circulaires administratives. L'Union européenne, ça s'inscrit là-dedans. L'Union européenne, ce sont des traités et qui ont une valeur supérieure aux normes nationales, à toutes les normes nationales de l'ensemble des États membres. Alors, théoriquement, la Constitution reste au sommet de la hiérarchie des normes, mais la Constitution française, comme la Constitution de quasiment tous les États, heureusement, la Constitution, c'est un ensemble de règles d'organisation institutionnelle, comment ces institutions s'organisent, interagissent entre elles, etc. Et elle n'a pas vocation à dire autre chose que ça.
On est devant vous aujourd'hui, une constitution, elle peut dire, ben voilà, il y a une monarchie constitutionnelle, le souverain fait ça, le gouvernement fait ça, il est nommé, le souverain nomme le gouvernement, il rend compte, etc. Dans une république comme la France, il y a un président de la République, il est élu au suffrage universel, il y a un gouvernement, le Premier ministre, il rend compte, l'Assemblée nationale a tel pouvoir, la motion de censure, ça s'organise comme ça, etc. etc. Bon. Une constitution, ça n'a pas d'autre vocation que celle-là. Avec l'Europe, on est face à quelque chose de totalement nouveau, c'est que vous avez des traités qui ont valeur supranationale, qui impliquent les États membres au-delà d'un traité international classique dans lequel vous pouvez rentrer, mais vous pouvez aussi sortir. Là, vous avez l'organisation d'un corpus économique et social qui a une valeur supralégislative et qui, du coup, a même une valeur constitutionnelle, puisqu'aujourd'hui, dans le titre 15 de la Constitution, il y a un passage qui s'appelle d'ailleurs de l'Union européenne et qui organise la participation de la France à l'Union européenne. Donc quelque part, on a constitutionnalisé les traités, donc on leur a donné une valeur de norme suprême, et on a donc constitutionnalisé ce qu'il y avait dedans. Or, qu'est-ce qu'il y a dedans dans ces traités? Eh bien, il y a l'organisation libérale de l'économie. Le marché unique devient une norme constitutionnelle, donc suprême. La privatisation de la société devient une norme suprême, etc. Et donc, si vous voulez, l'organisation du droit se fait en fonction de ça. Alors, ce que je vous dis là, c'était même, ça précédait même l'inscription de l'Union européenne dans le texte de la Constitution, puisque les tribunaux administratifs, depuis la fin des années 80, indiquent qu'elles donnent une valeur supérieure au traité, et que donc, du coup, déjà, l'ordre juridique national aboutit à ce constat-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Parce que ça, c'est assez théorique. Mais ça veut dire en pratique, aujourd'hui, un gouvernement de gauche qui remporterait les élections, en France, puisque c'est aujourd'hui ce qui nous intéresse, ne pourrait pas appliquer des secteurs entiers de son programme. On prend par exemple l'exemple du retour en monopole public du transport ferroviaire, qui est quelque chose sur, je pense, la plupart des mouvements de gauche de transformation sociale s'accordent. Si aujourd'hui vous le mettez dans votre programme, à norme inchangée, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez toujours l'écrire, vous pouvez toujours même prendre une loi pour dire ok, on rétablit un monopole public. Demain, Veolia, qui aura eu la concession de la ligne Paris-Lyon, parce que je pense que Paris-Limoges, ça les intéressera pas beaucoup, attaquera devant l'ordre juridique administratif français et va gagner. Va gagner parce qu'au regard de la directive, ce qu'on appelle des paquets ferroviaires, mais au regard même du traité de fonctionnement de l'Union européenne, la mesure nationale française de renationalisation du transport ferroviaire est illégale. Donc ça tombera. Donc ça, faut réellement en être conscient. C'est pour ça qu'on dit dire l'Europe sociale, ça n'a pas tellement de sens. Cette Europe, elle n'est pas changeable de l'intérieur, puisque cet intérieur est entièrement construit pour être un espace libéral et quelque part de dumping. Donc vous ne pouvez pas faire autre chose que ça. Vous ne pouvez pas la transformer. Si vous voulez la transformer dans un sens de gauche, vous êtes obligé dans ces cas-là de tout changer. De tout changer. De changer la totalité des traités, mais aussi de tout le droit dérivé, c'est-à-dire de quelques milliers de règlements et de directives. Donc si vous changez tout, s'il n'y a plus de traité, il n'y a plus de droit, donc il n'y a plus d'Union européenne. Donc si vous faites l'Europe sociale, vous êtes forcément dans une rupture forte avec l'Union européenne. Une rupture forte, on peut même appeler une rupture en tout cas une rupture obligatoire. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de le dire. Alors évidemment, en stratégie, moi je ne me mets pas à la place d'un responsable politique et ils feront les constats qu'ils veulent pour le dire. Mais en tout cas, si on fait une analyse sérieuse, franche et honnête de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne, la situation c'est celle-là. Si on considère que la démocratie c'est l'organisation du droit, le droit aujourd'hui vous dit que les peuples n'ont pas la capacité aujourd'hui de changer
la politique économique de l'Union européenne, parce que celle-ci a réussi un tour de force, a priori, à ma connaissance, en tout cas inédit dans l'histoire du droit constitutionnel, c'est qu'elle a donné valeur juridique à ce qui est aujourd'hui une politique économique, qui est le libéralisme. Donc, que vous le preniez par le fait de changer la politique de l'Europe, vous ne pouvez pas le faire parce que de toute façon les traités vous l'interdisent, et même si vous l'envisagez au niveau national, de toute façon, l'ordre juridique national vous l'interdira également. Donc une fois qu'on a dit ça, nous on fait le constat qu'il faudra changer ça. Et une fois qu'on le dit, ça implique donc d'indiquer qu'il faudra changer cet ordre juridique qui ne nous permet pas de pratiquer des politiques de gauche, parce que c'est bien ce qu'on veut. Pour nous, l'analyse, elle part de là. L'analyse, elle part vraiment du fait, on pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de pratiquer des politiques de gauche fortes, rétablissant l'égalité, la justice fiscale, la justice sociale, renationaliser des pans entiers de l'économie, on pense que c'est nécessaire et qu'il faut le faire vite, mais que pour le faire, vous ne pouvez pas le faire si vous restez dans l'Union européenne telle qu'elle est organisée. Donc une fois qu'on a dit ça, on a essayé d'expliquer comment on pourrait le faire. En partant du postulat de base qui est aujourd'hui un gouvernement de gauche de transformation avec un programme comme celui-là gagne les élections nationales. Il reste quand même les élections cruciales pour les peuples, c'est-à-dire que c'est là où se joue quand même l'essentiel de la vie démocratique. Qu'est-ce qu'il peut faire ? À notre avis, il faut qu'il l'annonce assez vite, qu'il souhaite le faire. Et après, il faut à notre avis, on ne pourra pas faire autrement que de passer par un référendum. C'est-à-dire qu'il nous faut un référendum qui suivra de quelques mois, on l'explique de façon assez détaillée dans le livre « Nous, comment est-ce qu'on envisage de le faire », qui suivra de quelques mois la victoire aux élections nationales. Ce référendum permettant de contourner l'obstacle posé dans la Constitution pour dire, alors là il y a plusieurs formes selon la solution qu'on souhaite se prendre, soit une sortie directe, auquel cas on annule le titre 15 et on dit que voilà, le droit national, la France n'est plus dans l'Union européenne, régler la question, c'est une possibilité, mais voilà, c'est pas la seule. On peut aussi dire que le temps qu'on arrive, je crois que c'est la solution proposée par la France Insoumise notamment, en arrivant au pouvoir, on met en place une constituante, sauf qu'une constituante, c'est un processus qui sera forcément long et sur plusieurs années. Et on n'aura pas plusieurs années pour pouvoir le faire, parce qu'on sera forcément massivement attaqué par les capitalistes, appelons-les comme ça, et qu'il nous faudra avoir des capacités de réagir. Donc il faudra que tout de suite ce référendum nous permette, il faudra donc l'inscrire dans la Constitution, soit par le biais d'un cadre global qui nous dira en matière économique et sociale, les décisions nationales n'ont pas à se conformer au droit européen, donc on peut mettre en place les programmes politiques qu'on veut, soit par le biais d'une loi cadre très globale qui nous permette d'avancer sur ces choses-là. Mais en fait, le référendum nous paraît essentiel parce que c'est le seul vecteur pour donner, par la souveraineté populaire massivement exprimée, la capacité à un gouvernement d'avancer. Sinon, on restera enfermé dans le carcan du droit européen et il ne nous paraît pas non plus possible d'envisager qu'en fait on pourrait se contenter de simplement ne plus appliquer sans rien faire d'autre les normes européennes, parce qu'on ne pense pas non plus que le chaos juridique que ça générerait, parce que du coup il faudrait qu'un gouvernement décide de ne pas appliquer les décisions de ses propres tribunaux nationaux, ce qui est quand même assez lourd comme choix politique. On ne pense pas que ce soit tenable plus que quelques mois. Et donc on ne peut pas organiser une société comme ça. Voilà. On a aussi, dans ce bouquin, tenu à faire quelques développements, mais on pourra y revenir dans les questions que vous posez si vous voulez, sur le sens que nous, une fois qu'on a posé ça, sur le sens que nous on pense donner à l'Europe ensuite, parce qu'il ne s'agit pas juste pour nous de tout balayer et de dire que la nation française se suffira à elle-même, c'est sûrement pas ce qu'on pense, puisque notre problème se situe réellement dans comment faire de la gauche. On pense que la nation est sans doute le cadre utile pour le faire maintenant, mais que ça ne devrait pas être le cadre figé. Donc on fait plusieurs propositions, notamment sur le fait de se redire, en même temps qu'on le dit,
très attaché à la coopération internationale, qu'elle soit mondiale avec l'ensemble, avec les États à l'échelle du monde, mais surtout à l'échelle européenne. On a quand même une communauté historique et géographique avec les autres États d'Europe qui nous oblige à être en capacité de l'inventer. Alors ça peut être toujours dans un cadre économique comme aujourd'hui on a pris l'habitude de raisonner par le fait d'avancer avec certains États, mais en gardant à l'esprit qu'on ne pouvait avancer que si on gardait cette idée que les normes s'appliquent sur un territoire et un territoire borné par des frontières. C'est une notion à laquelle je tiens moi personnellement, mais sur laquelle on pourra revenir aussi si vous voulez. Mais ça n'empêche pas d'envisager des coopérations économiques renforcées, voire même une intégration économique très poussée avec des États avec lesquels on a des niveaux sociaux, environnementaux, fiscaux comparables et qui nous permettent effectivement peut-être d'envisager des niveaux de supranationalité. Là, on n'y est pas encore, mais ça peut être tout à fait envisagé. On peut envisager de coopérer sur des points qui soient en dehors de la sphère économique. Je pense qu'on on arrivera plus vite à donner une notion concrète et positive de ce qu'est l'Europe au peuple si celle-ci se fait autour de thématiques telles que l'éducation, la culture, la santé. Et pour moi, on peut aussi avancer sur des thématiques qui, apparemment, et plus traditionnellement, restent dans la sphère régalienne, comme la justice, la coopération internationale en matière d'affaires criminelles. Je pense qu'aujourd'hui, les situations auxquelles on est confronté en la matière nous obligent à les penser au-delà des seules frontières des États. Moi, j'avais des propositions. Hein. On pouvait se dire que on pourrait penser à une espèce d'État fédéral à l'envers. Par exemple, aux États-Unis, si vous voulez, ils ont confié certaines notions telles que la justice ou même des fonctions de police aux États fédérés, et surtout ils gardent les compétences économiques, sociales, fiscales bien dans un cadre unique fédéral. Nous, à l'inverse, moi je pense qu'il faut qu'on garde les compétences économiques, sociales dans leur ensemble sur le périmètre national. Mais par contre, il n'est pas du tout impossible d'imaginer qu'on pourrait confier des compétences importantes, par exemple en matière de coopération et de sécurité, à un ensemble qui pourrait être supranational. À réfléchir si vous le souhaitez ensemble. Et puis on se confronte directement à cette idée d'Europe fédérale, à mon avis, à notre avis, mais à mon avis en particulier, c'est indispensable d'avoir réfléchi sur la question et d'avoir des arguments pour y répondre. Parce que si on considère que le problème de l'Europe, et notamment du marché unique en particulier, est d'avoir une dichotomie entre les normes décidées par un souverain et l'espace sur lequel elles s'appliquent, qui est réellement le problème crucial que pose le marché unique, qui a été voulu pour ça d'ailleurs, amplifié avec l'élargissement et auquel on se confronte aujourd'hui et qui produit les drames sociaux comme les délocalisations auxquelles on assiste malheureusement trop régulièrement. Forcément, la proposition que certains ont formulée est de dire unifions tout ça à un niveau d'Europe fédérale, ce qui est assez logique. Si ce problème est cette dichotomie, organisons un État fédéral en Europe et on aura réglé le problème. Bon, nous, on pense que ce n'est pas une solution possible parce que l'Europe fédérale, ça ne se décrète pas. Si on regarde comment ça s'est passé en histoire juridique, les États fédéraux se sont toujours constitués sur une base nationale qui était cohérente. L'Allemagne, le Brésil, les États-Unis se sont constitués finalement la nation et l'État, certes sous une forme fédérale, mais la nation et l'État se constituent de façon concomitante pour former un ensemble cohérent. Il y a un vouloir devenir commun des peuples allemands, un vouloir devenir commun de ce qui est devenu les États-Unis, qui ne nous semble pas exister en Europe. Ça, c'est un point de vue, et qui nous semble dire, par honnêteté, que cette solution d'Europe fédérale, qui est une solution qui tient la route intellectuellement, n'est pas une solution qui est concrètement envisageable, parce qu'il ne nous semble pas que ce vouloir devenir commun existe aujourd'hui entre les peuples européens. Mais ça aussi, c'est un point de vue dont on pourra débattre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur une présentation de ce que vous trouverez dans ce livre. Aujourd'hui, en
quelques mots de conclusion, mais pour vous dire que dans la campagne qui s'annonce, ces questions-là, on espère qu'elles arriveront à être débattues, mais aujourd'hui, on n'est pas certain qu'effectivement le débat sur les européennes se fasse sur ces questions-là, malheureusement, mais qu'aujourd'hui, dans les positions d'une gauche fragmentée, on pense que ce débat sur l'Union européenne doit absolument avoir lieu. Il doit aussi dépasser très clairement la sphère militante, puisque quand on voit aujourd'hui, on peut faire l'analyse, par exemple, que ce mouvement des Gilets jaunes auquel personne ne s'attendait il y a encore quelques mois, il exprime beaucoup de choses, mais le sujet européen en est complètement absent. Il n'y a pas de demande spécifiquement européenne des acteurs qui sont engagés dans ce mouvement-là. Alors même que, par exemple, si on prend la revendication sur le référendum d'initiative citoyenne, si on n'a pas résolu la question européenne, je dirais que pour nous, par rapport à l'analyse qu'on a portée, vous pouvez prendre un référendum sur n'importe quel sujet. Imaginons, je ne sais pas, le rétablissement, parce que vous avez dit le rétablissement du contrôle des capitaux, par exemple. Référendum d'initiative citoyenne, rétablissement du contrôle des capitaux, très bien. Mais si demain, à cadre juridique inchangé, quand bien même ce référendum d'initiative citoyenne aurait été obtenu, cette norme qui deviendrait une norme légale ne pourra de toute façon pas s'appliquer si le cadre juridique dans lequel se situe la France aujourd'hui n'aura pas été modifié. Voilà. Donc, moi, j'en ai terminé avec ma présentation. Je pense avoir à peu près respecté le délai qui était donné. Je m'excuse encore si ça n'a pas été forcément fluide, mais j'ai pas eu tout le temps que je voulais pour pouvoir le préparer aussi bien que cela aurait été nécessaire. C'était déjà très bien. Donc, la discussion est ouverte, c'est Raoul qui l'anime, qui est un vieux militant de gauche, ça tombe bien, mais il prendra la parole peut-être en dernier s'il y a Jean-Marie. Déjà des doigts qui se lèvent. Voilà. Merci pour votre exposé, qui était tout à fait intéressant. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit au départ, notamment sur l'interpellation des candidats à la présidentielle, au bloc présidentiel législatif, comme vous l'avez dit très justement, sur l'avenir de la construction européenne. Et vous avez témoigné de votre intérêt, ou l'intérêt du chapitre 2, sur les positions de la France insoumise. La première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui le sentiment que la France insoumise a évolué sur ce dossier et qu'elle est un petit peu rentrée dans le rang. J'en veux pour preuve le départ d'un homme comme Kivanovic, dont on peut penser ce qu'on voudra, mais qui semblait incarner un courant, comment dire, je ne dirais pas souverainiste, mais en tout cas favorable à des ruptures franches sur la construction européenne. Deuxième question que je voudrais aimé vous poser, pardonnez-moi, très rapidement, c'est sur la question du droit, question de droit. Vous avez bien montré à quel point il était difficile de sortir de l'Union européenne, mais est-ce qu'il n'y a pas tout simplement cette vieille convention, qui est une convention de Moscou sur les traités, qui permet, si on désire, de quitter un traité. L'Union européenne, quoi qu'on en dise, compliqué ou pas compliqué, c'est un traité. Et un traité, il est soumis à une législation internationale qui s'applique à l'Union européenne, mais elle s'appliquerait à tout autre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une possibilité, au-delà même de la question que certains mobilisent, le fameux article 50, est-ce qu'il n'y a pas une alternative peut-être plus simple, en tout cas en droit, dans les faits et dans la réalité concrète, c'est autre chose. Troisième petite chose, et j'en terminerai là, pardonnez-moi, sur la question de l'avenir de l'Union européenne, est-ce que vous n'avez pas quand même le sentiment que aujourd'hui, depuis quelques années, et même en ce moment, on n'hésite pas à poser la question de l'autre Europe pour aller très vite, avec toute l'ambiguïté que vous avez vous-même envisagée. Je voudrais prendre un exemple tout récent, tout à fait récent. Vous avez deux revues qui sont de sensibilités différentes. Courrier international d'un côté, conflit de l'autre, qui consacrent leur dernier numéro à est-il possible de faire une autre Europe. Ils ont exactement le même titre. Donc est-ce que quand même là, il n'y a pas une évolution dans le débat politique? Voilà, pardon d'avoir été un peu long. Oui, ok. Alors sur la France insoumise, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous apparaît, mais là ce que je veux dire aussi, c'est
ça va être aussi beaucoup à titre personnel parce que c'est pas forcément. Oui, je vais essayer, excusez-moi. Voilà, sur la France insoumise. Bon, ce que j'en pense, c'est que réellement, il y a eu un vrai gros effort politique et intellectuel de fait lors de la campagne de 2017. Vraiment, je pense que la France insoumise, qui était portée vraiment par une dynamique assez importante à ce moment-là, et qui s'est vérifiée par la suite lors du déroulement de la campagne, a compris qu'elle ne pouvait plus. C'est assez intéressant de la comparer par rapport à la campagne de Mélenchon en 2012, où traditionnellement il avait assez vite éludé les sujets européens en disant oui, on changera, on voudra une Europe plus juste, machin. C'était pas allé très 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 loin. Là, je pense qu'ils ont vraiment bien compris qu'on ne pouvait pas porter un sujet, un projet un projet radical quand même dans son ensemble, sans se confronter à la question du verrou européen. Et ils en ont fait l'analyse, mais je pense qu'ils ont fait l'analyse aussi dans les mêmes termes que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas arriver devant les électeurs, et de gauche en particulier, je pense que là il y a vraiment un vrai sujet, de gauche en particulier, en disant c'est pas grave, il y a un problème de l'Europe, on s'en débarrasse, on sortira, et puis nous on fera ce qu'on voudra. Parce que je pense que l'attachement des électeurs de gauche à l'idée que représente encore l'Europe est encore plus fort que ça peut l'être dans d'autres sphères politiques, et que on ne peut pas annoncer à ses électeurs qu'on va envoyer balader l'Europe sans autre forme de procès parce que c'est nécessaire, et que du coup on va avancer. Donc là, il y a ce qui est tout à fait respectable, et même je trouve que c'est plutôt très intelligent de l'avoir fait comme ça. On se pose la question, on se dit comment est-ce qu'on va faire pour sortir de ce qui est quand même un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a un programme, on sait que ça pose un souci, mais on sait aussi que si on le présente comme ça devant les électeurs, ils ne nous suivront pas. Et pour ça, l'invention du plan A, plan B, je trouve plutôt, je dirais que c'est à la fois intelligent et malin. C'est-à-dire qu'on dit, on voit qu'il y a un problème, on ne l'élude pas, on arrive avec un truc, plan A, plan B, on montre qu'on a réfléchi, on a une stratégie, et puis on l'appliquera. Sur le contenu même du plan A, plan B, personnellement, je pense qu'il n'est pas forcément réaliste pour quelqu'un qui arrive réellement au pouvoir. Bon, de toute façon, on a des plans, et quand on arrive à pouvoir, on les appliquera sûrement pas de la façon dont on les a écrits. Et il pose un problème fort dans sa temporalité. Le temps, est-ce qu'on dit oui, alors on va d'abord aller voir l'ensemble de nos partenaires, et puis on essaiera de les convaincre qu'il faut modifier l'Europe sur nos bases, et puis si vraiment en bout de course ils ne sont pas d'accord avec nous, on a un plan B qui est la sortie. Qui est surtout aussi nourri d'ailleurs en fait de l'échec de Syriza. C'est-à-dire que Syriza n'avait pas de plan B. Donc c'est parce que Syriza s'est planté et n'avait pas de plan B que la France insoumise a justement communiqué sur le fait qu'elle en avait un. Sauf que ça ne nous semble pas très réaliste parce qu'en termes de temporalité, le temps que prendront ces négociations, c'est beaucoup trop long. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas combien de temps, dans lequel on s'embourbera dans un truc pire encore que ce que la Grande-Bretagne commet. Si vous voulez, on pourra reparler du Brexit, c'est intéressant, mais pire encore, bien pire encore. Et donc du coup, pendant ce temps-là, on se fera massivement attaquer sur le marché des capitaux, on ne sera pas sorti de l'euro. Qu'est-ce qu'on fera si du coup on veut quand même faire quelques mesures de gauche, ce que vous disiez tout à l'heure, on veut renationaliser le ferroviaire, bim, on sera empêché, on mènera des batailles juridiques en même temps. En vérité, ce sera, à mon avis, très difficilement tenable. Mais bon, je considère que le mettre comme ça, si on regarde ce que faisait où en était jusque-là le discours de gauche, c'est déjà un pas énorme qu'a accompli la France insoumise, et on considère que c'est pour l'instant un peu le seul mouvement de gauche qui a bougé de façon significative sur le sujet. Bon. Après, si on regarde, ça c'est mon analyse à moi, personne qui n'engage que moi, mais si on regarde à un moment donné dans la séquence électorale, c'est que le sujet a commencé à refluer dans la communication de la campagne de Mélenchon quand il a commencé à bouffer Benoît Hamon, tout simplement. Quand il a commencé à lui passer devant et à devenir le candidat de la gauche, il a fallu du coup insister sur le sujet et du coup capter l'électorat social-démocrate.
qui est lui complètement, c'est l'analyse qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon, et je pense qu'elle est juste sur le moment, qui se dit l'électorat social-démocrate est complètement frileux sur cette histoire-là, et il faut que je mette la pédale douce là-dessus pour pouvoir faire le meilleur score possible aux élections. Et d'ailleurs, enfin, pour moi, l'analyse était juste, et la preuve, c'est qu'il fait finalement 19,5% et Hamon s'est effondré. Mais je dirais que si cette séquence a été vraiment intéressante au moment des élections, ce qu'on peut regretter, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que la France insoumise, elle ait du coup profité des 2 années qui se sont écoulées pour continuer d'avancer. Dire le plan A, plan B, c'était un truc qu'on mettait dans l'opinion publique pour commencer à poser des jalons et puis aller plus loin. Et au contraire, on a un peu l'impression qu'elle a un peu reculé. Là, je suis d'accord avec vous, le plan B, ça devient plus très très net. On ne sait plus trop ce qu'il y a dedans. Alors on sort pas. Les positions aujourd'hui dans la campagne des européennes ne sont pas hyper précises. Et j'ai un peu peur, mais voilà, j'espère que ça va changer. J'ai un peu peur que pour l'instant, finalement, ce soit un peu mis de côté. Alors est-ce qu'on considère que les européennes, c'est pas l'élection qui est importante ? C'est-à-dire que ça va jusqu'au point de se dire... Pardon ? Ça a une signification. C'est pas important, mais ça a une signification. Oui, ça a une signification, ça je suis d'accord avec vous, mais est-ce que dans l'idée, je sais pas, moi je sais pas ce que fait l'état-major de la France insoumise, mais est-ce qu'on se dit qu'elles sont tellement pas importantes que même la question européenne n'est pas suffisamment importante pour les européennes? Ça paraît être un paradoxe, mais c'est peut-être comme ça qu'ils l'analysent, et que finalement, la vraie mère de toutes les batailles, c'est dans 3 ans, et c'est le nouveau bloc législatif, et présidentiel législatif. Et d'ici là, on va pas partir au carton jusque-là. Je sais pas. L'avenir le dira, parce que les élections ne sont pas rentrées réellement encore dans le dur. La campagne n'a pas vraiment démarré. On est encore dans 1 mois et demi, je crois à peu près, et on verra si, confronté au sujet, comment la France insoumise réagira. Ce que je veux juste dire, pas que ce soit mal interprété, mais moi je suis persuadé que sur ce sujet il faudra de la clarté, parce que c'est très clairement par manque de clarté que Macron, par exemple, lui, il peut surfer. Lui, à l'inverse, il est clair sur ce qu'il veut faire de l'Union européenne. Et quelque part, lui, il est cohérent. L'Union européenne, comme on l'a vu, c'est un projet libéral. C'est un projet, c'est même le rêve d'un libéral qui n'oserait même pas s'assumer, enfin qui n'oserait même pas y penser. C'est-à-dire que le droit permet de figer le libéralisme. Donc, je veux dire, il n'y a même plus d'aléas démocratiques. Vous êtes sûr que vous pourrez faire du libéralisme tout le temps. Donc lui, c'est génial. Il peut du coup gloser sur la souveraineté européenne, machin, parce que finalement, il s'y retrouve. Et c'est logique. Et c'est parce que, justement, je pense qu'à l'inverse, ses concurrents ne sont pas clairs, qu'il lui offre quelque part un angle d'attaque. Une comparaison, entendez-moi bien, qui ne vaut absolument pas comparer. Il n'y a pas de comparaison possible, mais je vais prendre le cas de Marine Le Pen. Je ne me situe pas du tout dans ce champ-là. L'extrême droite ne m'intéresse pas, elle fait ce qu'elle veut, ses stratégies ne sont pas les miennes. Et nous, si on a bien écrit un livre sur la gauche à l'épreuve de l'Union européenne. Mais on peut prendre quand même le cas du 2e tour. C'est intéressant. Marine Le Pen, jusque-là, elle avait préempté le sujet de l'Union européenne comme étant celle qui s'y opposait, celle avec qui vous allez voir ce que vous allez voir. Elle était portée par le Brexit, on fera un Frexit, pas de problème, machin. On sortira de l'euro, on sortira de l'Europe, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'elle fait au 2e tour? Elle se rend compte que finalement, il y a toute une partie de son électorat, les retraités, les petits épargnants, les artisans, qui ne sont pas du tout prêts à la suivre là-dedans. Et donc, du coup, elle rétropédale. C'est terrible, elle va rétro-pédaler. Alors, on invente la monnaie commune, personne ne sait ce que c'est, elle non plus. Et du coup, elle se présente devant Macron là-dessus, qui, pas fou, va la pilonner sur le sujet. Et elle, du coup, elle fait je sais pas trop. On a sorti ça comme ça il y a une semaine, histoire de s'en sortir, mais en fait, on n'en sait rien. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il la pilonne. Elle n'est pas claire, elle s'empêtre. Et c'est justement ce risque auquel on souhaite que la gauche échappe. C'est si on fait une analyse que l'Union européenne est un verrou pour la gauche, il faut qu'elle ait des réponses claires. Très clairement. Parce que sinon, en face, ils nous pilonneront, ils auront raison, ils seront dans leur rôle, et on se retrouvera
effectivement à pédaler dans la semoule, de la même façon que Marine Le Pen s'est retrouvée à pédaler dans la semoule, parce qu'on ne sera pas clair sur le sujet. D'ailleurs, si vous voulez, c'est intéressant, parce que quand on est toujours amené à faire des amalgames sur la question, ah bah oui, alors vous êtes contre l'Union européenne, vous êtes comme l'extrême droite, je pense qu'il y a des réponses assez simples à donner là-dessus. On pourra en reparler si vous voulez. Donc sur l'histoire du traité, est-il toujours possible de sortir d'un traité? Si on dit que l'Union européenne, ce sont des traités, c'est malheureusement devenu autre chose que de simples traités internationaux. Pour preuve, il y a un titre entier de la Constitution française qui s'y consacre. C'est-à-dire qu'il y a dans la Constitution, j'ai plus l'article en tête, mais il y a un chapitre sur les traités internationaux, et il y en a un autre sur l'Union européenne. Donc l'Union européenne est autre chose. La France participe à l'Union européenne. C'est plutôt libellé plus ou moins comme ça, j'ai plus la formule exacte en tête, mais on est au-delà d'un simple traité international duquel vous signez, vous pouvez vous désengager. Je suis souverain, je signe un traité international, ce même souverain, je décide que j'ai plus envie de m'y engager, je m'en retire. Là, ce n'est pas le cas. La France participe à l'Union européenne. Donc si vous voulez sortir de l'Union européenne, il y a certes tout le machin de l'article 50, mais même au-delà de ça, vous avez votre propre norme suprême que vous devez modifier. Parce que si vous ne la modifiez pas, vous êtes toujours tenu par l'Union européenne puisque vous l'avez fait inscrire dans votre norme suprême. Donc il va falloir modifier ça aussi. C'est pour ça qu'on a dit que la solution référendaire, elle est obligatoire. C'est-à-dire que le simple fait de gagner l'élection présidentielle et législative ne vous permet pas, et c'est ça, c'est le sens d'une constitution, ne vous permet pas, vous n'avez pas changé la constitution. Donc il faudra la modifier. Donc voilà ce que je peux en dire. Quant à la question sur est-ce que le sujet devient un sujet unanimement partagé, oui, vraiment on a vu que la question de l'Europe aujourd'hui, tout le monde sait qu'elle est là. C'est-à-dire que je pense on est quand même sorti, et heureusement, du côté un peu totémique de l'Europe. L'Europe, c'est la sortie de la guerre, c'est la fin du nationalisme. Grâce à l'Europe, il n'y a plus de menace atomique et il n'y a plus de nazis. Bon. Voilà, je pense qu'on est quand même parti vraiment aujourd'hui d'un constat unanimement partagé pour dire que l'Europe est un problème. Elle est un problème grave, on voit ses effets, et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur ce qui s'est passé en Grèce, mais je pense que c'est vraiment important. La gauche, là-dessus, il y a vraiment eu quand même une rupture du discours de la gauche et de la gauche non socialiste, non PS, je veux dire, après ce moment-là. Parce qu'on se berçait quand même de l'illusion, l'Europe sociale, oui, on pourra toujours faire. Bon, là, il y a quand même eu réellement l'intervention de l'Europe en tant que telle, la Troïka, la Commission, la BCE, par tous ces instruments possibles, l'Eurogroupe, et les décisions répétées les unes après les autres, où il faudra, aller jusqu'à écrabouiller, réduire en cendres un pays entier, parce qu'on peut employer ces termes-là, c'est quand même réellement ce qui s'est passé, qui va véritablement a fait sortir tout le monde... quelque part, cette fois-ci, réellement des contes pour enfants. L'Europe, oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est une politique austéritaire, c'est l'ordolibéralisme allemand. C'est à la fois le libéralisme, oui, mais avec les moyens institutionnels pour le faire avaler à tout le monde, y compris par la force du droit, si c'est nécessaire. Alain, vous posez une question. Je vais revenir sur Syriza parce que j'ai cru comprendre, vous me démentirez si je vais interpréter, mais que ensuite Syriza s'était trouvé obligé de prendre la position qu'il a prise finalement. Il s'est trouvé obligé à partir du moment où ils n'ont pas voulu sortir de l'eau, c'est clair. Et puis on peut se poser des questions sur la sincérité de ces dirigeants. Parce que faire le lendemain d'un référendum le contraire de ce qu'on avait préconisé, c'est quand même un déni démocratique majeur. Si on est démenti, on laisse la place aux autres. Mais on ne gouverne pas pour faire le contraire de ce qu'on avait annoncé. Et puis, le deuxième point, c'est sur les traités. Certes, il y a les traités, mais il y a les rapports de force aussi. La France, ce n'est pas la Grèce. Je pense qu'il y a quand même des possibilités de relever dans les brancards que la Grèce n'avait probablement pas, effectivement, parce que le poids économique n'est pas le même, le poids démographique, et puis même dans l'image des européistes, c'était pas un pays fondateur, donc c'est pas très important. Mais je pense que
ça vous l'avez dit, effectivement, il y a les rapports de force, mais il faut être clair. Il faut dire qu'on est prêt à renverser la table. Mais il faut le dire clairement, il faut le dire devant les électeurs. Moi, je pense que la position de la France insoumise, elle n'a jamais été claire. Moi, le plan B, pour moi, il n'a jamais été vraiment clairement annoncé. Enfin, c'était quoi le plan B? Bon, je partage pour l'essentiel ce que vous venez de dire. Hein. Sur l'histoire de Syriza, oui. Alors, est-ce qu'il y a eu... moi, je ne pense pas qu'il y ait eu malignité, si vous voulez, de la part... Enfin, voilà, j'y étais pas, je n'ai pas suivi l'affaire. Je ne peux pas dire réellement ce qu'il y avait dans la tête des dirigeants de Syriza. Je ne pense pas qu'il y a eu malignité. Je pense que c'est en lien aussi avec la deuxième question que vous formulez, celle des rapports de force. C'est-à-dire que la Grèce s'est retrouvée complètement isolée. C'est un petit État. C'est un petit État qui a toujours eu des problèmes structurels. C'est presque une absence d'État. Oui. Qui a toujours eu des problèmes structurels économiques importants, a une économie complètement déséquilibrée et qui, je pense, rendait leur travail particulièrement compliqué, ça de façon certaine. Par contre, moi, je pense réellement que le fait de ne pas avoir envisagé ce plan B, et même de ne pas l'avoir dit, c'est-à-dire de dire, écoutez, vraiment, si de toute façon vous nous imposez quelque chose qu'on ne veut pas, oui, on ira jusqu'à sortir parce qu'on préfère conserver notre programme plutôt que de rester à toute force dans l'Union européenne. Or, ils ont envoyé des signaux exactement contraires. Ils ont dit, de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est rester dans l'Union européenne. Et à partir de là, ils ont perdu. Ils n'ont jamais envoyé un autre signal que celui-là. Alors Varoufakis dit autre chose, ou plus ou moins autre chose, c'est pas beaucoup plus clair. C'est pas beaucoup plus clair ce qu'il dit maintenant, je trouve, mais enfin voilà, c'est tout l'intérêt, ça rejoint, je pense, la question que tu formules aussi, c'est tout l'intérêt de dire les choses. C'est ce qu'on a dit, c'est ce que j'ai dit dans mon intervention. Oui, mais d'ailleurs, ça rejoint la question du Brexit. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants en France qui ne comprennent pas pourquoi la Grande-Bretagne ne fait pas de deuxième référendum. Parce que je pense qu'on peut reprocher plein de choses au Royaume-Uni, mais je pense que dans l'esprit de ces dirigeants, c'est impensable de refaire un deuxième référendum. Ils en font un tous les 92 ans. Quand le peuple a dit non, il a dit non. En plus, il n'a pas dit... Sur cette question-là, en tout cas, je pense que la leur faire à l'envers, comme avec le traité de Lisbonne, c'est inenvisageable. Alors par contre, ils ont d'autres problèmes, mais si vous voulez, on reviendra après sur la question du Brexit, mais il y a réellement, effectivement, sur la question de la communication, dire c'est important. Alors moi, j'ai pas les problématiques de la France Insoumise, hein, je suis pas un dirigeant de la France Insoumise et il faudra les interroger sur la question pour savoir, mais nous, on est persuadés qu'effectivement, à un moment donné, il faut poser le problème, tel qu'il se présente. Voilà. L'Union européenne empêche aujourd'hui un gouvernement national d'effectuer des politiques de rupture de gauche. C'est impossible. C'est impossible. Donc, une fois qu'on a dit ça, on dit, et on prend du temps pour l'expliquer dans le bouquin, et après on dit, une fois qu'on a dit ça, par contre, on pense qu'il faut arrêter de se limiter à le dire, et on fait l'effort d'essayer de proposer des pistes qui permettent effectivement de contourner cet obstacle. Après, il y a toujours, et ça a peut-être été le problème de Syriza, de se dire, oui, il est possible de sortir de l'Union européenne. Mais il faut le prévoir. Il faut le dire, il faut l'envisager, il faut le dire comment on fera. Il faut dire que c'est pas... Il faut dire que c'est pas agressif. Il ne s'agit pas d'un repli national. Il ne s'agit pas de dire qu'on s'exonérera après de toute forme de relations internationales, de coopération avec les autres États. Il s'agit de dire quelle forme de rupture on envisage, pour quel but. Et ça, moi, c'est vraiment notre sujet. C'est d'abord parce qu'on veut faire de la gauche et que l'Europe nous empêche qu'on veut sortir. Pas par mythification d'une idée d'une France éternelle que l'Europe aurait envisagée. Moi, par exemple, je suis personnellement tout à fait opposé à cette idée d'une union sacrée des républicains de gauche et de droite pour faire pièce à cet hydre européen. Non, il faut savoir pourquoi on sort. On sort parce qu'on veut faire des politiques de progrès social. A priori, c'est pas... politique à soi. On peut avoir notre politique indépendante. Mais voilà, mais je ne me vois pas me lancer dans une grande alliance
en tout cas en faire la promotion, dans une grande alliance avec ceux qui souhaiteraient faire un Frexit de droite, parce que ça ne m'intéresse pas. La priorité, elle est d'abord de faire de la gauche, et c'est parce que la gauche me l'empêche que je veux faire sauter le verrou européen. Mais ce n'est pas pour une histoire d'indépendance nationale. En tout cas, je ne pense pas que ça doit être expliqué comme ça. Ah si, moi si. On avait compris. Parce que vous pourrez faire une politique de gauche que absolument, quand tout le monde se sera mis d'accord pour sortir, autrement. Ça, ce sont des si vous sur la gauche, vous n'en sortirez jamais. Mais on peut opposer c'est un raisonnement que je peux bien comprendre, mais on peut opposer à ce raisonnement ce qui se passe avec le Brexit justement. Les Anglais sont sortis. Non, mais la question elle a été posée que comme ça. Le Royaume-Uni, David Cameron joue à l'apprenti sorcier, il se croit malin. Il peut dire ouais, ok, je vais me renforcer ma position nationale interne en proposant un référendum qui m'intéresse pas du tout. Mais comme je suis sûr que de toute façon le oui va l'emporter, pas de problème. Donc on pose un référendum et puis bim, malheureusement on perd. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, si la Grande-Bretagne est là à s'empêtrer dans une sortie sans fin, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi ils veulent sortir, ce qui est logique. Tous les conservateurs anglais sont les ultra-libéraux. Uber libéraux, on ne peut pas faire plus libéraux qu'eux. Pourquoi sortir d'un projet européen qui est ultra-libéral? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ils sont confrontés justement à ce problème-là. Bon, on sort de l'Union européenne, certes, mais juste pourquoi? Parce qu'en gros, on veut pas d'immigrés chez nous. Bon, c'est pas le problème principal de la Grande-Bretagne, qui n'est déjà pas dans Schengen. Le problème, c'est qu'elle veut continuer à faire du libre-échange, alors que l'Europe, c'est l'espace de libre-échange. Donc, ils sont là en train de négocier sur est-ce qu'on fait une norvégienne, une union douanière, etc. Vous avez même le leader de la gauche anglaise qui propose des solutions de maintien de la Grande-Bretagne dans le marché unique. Alors que justement, le problème pour la gauche, me semble-t-il, c'est le marché unique. Donc, si vous n'avez pas posé les bases de ce que vous voulez faire avant, et de bien expliquer que le but aujourd'hui, mais après on a le droit, je pense qu'on ne sera pas d'accord, mais justement le principe aujourd'hui, à mon avis, à expliquer pédagogiquement aux électeurs, n'est pas de dire d'agiter une espèce de principe d'indépendance nationale en priorité, de nostalgie, d'une grandeur perdue. On va faire une politique sociale, autrement on ne peut plus la faire. Oui, mais si vous ne le dites pas dès le début, c'est justement pour ça. C'est justement pour ça, et c'est pour ça qu'on sortira. Christian, et après Philippe. Je veux faire un petit peu de l'emploi, mais d'abord simplement, est-ce que l'Europe peut exister sans la France? À mon avis, c'est pas possible. Si la France dit, je ne parle pas de la partie juridique, mais si la France n'est plus là, l'Europe explosera immédiatement. Et il faut savoir quand même que, il suffit de regarder même la géographie de la France en Europe, de sa puissance, et il n'y aura pas d'Europe. Qu'est-ce qui restera? La Lituanie, la Lettonie? De toute façon, pour faire d'illusions, la plupart des peuples européens sont contre cette Europe. Il ne restera rien. En fait, ce sont des gens qui ont décidé, comme en 2005, de nous faire un vote bidonné, mais les peuples européens sont contre cette Europe, et cette Europe ne peut pas exister contre la France, parce que la France, ce n'est pas n'importe quoi en Europe, et qu'est-ce qui restera? Il suffit de prendre une carte de géographie, cette Europe explosera immédiatement, plus personne n'y croira. Je ne suis pas sûr. Ah non, moi je le crois. Moi je pense que les peuples européens, j'imagine qu'à terme, ça va se terminer par une révolte. De toute façon, je regardais encore dans un grand journal du soir, il y en a encore 2 pages, il y en a un qui est le premier à le penser, et qui fait le maximum pour ça, c'est Poutine. De toute façon, non, cette Europe, déjà, elle n'existe plus en Autriche. Les pays de l'Est ne veulent plus pratiquement, à part peut-être la Lituanie, l'Estonie, ils ne veulent déjà plus en parler. Si on parle de l'Europe aux Danois, et ça ne les intéresse pas non plus, aux Italiens non plus, mais il ne reste pas grand monde quand même. Hein. Il reste pas... Puis la France, ce n'est pas n'importe quoi. La France, elle a une économie et aussi une géographie particulière. Et les institutions européennes, elles sont aussi chez nous. Et je pense qu'on ne peut pas faire un État contre son peuple. Ça n'a jamais existé.
Enfin, il me semble. Et non pas contre les peuples. Oui, non pas contre son peuple, mais contre ses peuples. Contre ces peuples. Parce que maintenant, on est arrivé à ça. C'est que la plupart des peuples européens ne veulent plus entendre parler de cette Europe. Bon, alors, on verra, moi je veux bien. Mais moi, je pense que sur la France, elle a largement les moyens de faire sauter cette Europe, et elle sautera immédiatement, et puis qu'on ne s'opposera pas à tous les peuples européens, parce que ça me paraît impossible. Bon, Réponse. Réponse, et après Philippe. D'accord, moi je suis d'accord. Hein. Je veux dire, oui, sur l'idée de dire que la France occupe une position particulière en Europe, évidemment qu'on partage un point de vue. La France, sans remonter trop loin dans les pages d'histoire, occupe une position centrale, cruciale, tu l'as dit, géographiquement, historiquement. Elle est un point incontournable pour n'importe quelle question de géopolitique européenne. Et effectivement, ne serait-ce qu'en termes aujourd'hui de poids économique et de capacité de faire changer les choses, on est dans un problème qui n'est pas du tout comparable à celui de la Grèce. Moi, tout à l'heure, quand on a réinsisté sur la question de Syriza, c'est vraiment dans la compréhension que pouvaient en avoir aujourd'hui les militants de gauche, et c'est une séquence qui est cruciale. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Effectivement, la France n'est pas du tout, si on l'envisage dans sa confrontation avec l'Union européenne, dans une position qui est comparable à celle de la Grèce. Ça, j'en suis persuadé aussi. Et je suis persuadé aussi que si la France décide de faire exploser le projet européen tel qu'il est conçu aujourd'hui, effectivement, il explosera. Parce que je suis d'accord avec toi, l'Allemagne ne pourra pas rester toute seule avec son ordolibéralisme et son espace intérieur avec des États satellites qui lui servent de sous-traitants économiques. Ça n'est pas un projet durable. Et une fois que la Grande-Bretagne et ses 80 millions d'habitants seront sortis et que la France aura décidé de faire exploser le sujet, l'ordolibéralisme allemand, qui aura déjà bien trop vécu, ne pourra pas continuer soit ça tout seul, ou alors c'est difficilement compréhensible. Mais sur ce que tu as dit, sur le fait de dire que les peuples européens n'en veulent déjà plus, ça par contre, je pense que c'est quelque chose à nuancer. Quand on dit, par exemple, ce qu'essaye de faire Macron, d'organiser une confrontation entre lui et les nationalistes. Alors, les Hongrois, les Italiens, les gouvernements hongrois, plutôt les gouvernements italiens, et puis éventuellement l'Autriche, demain les Flamands, voilà. Moi, je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, je pense que c'est assez piégeux. C'est ce que veut, c'est vraiment le terrain sur lequel Macron veut nous emmener. Et c'est assez piégeux de considérer que ces gouvernements-là ne veulent plus d'Europe. À mon avis, c'est pas du tout vrai. Je pense que ça leur convient assez bien. Orban, lui, il est assez bien en Europe, finalement. Finalement, tout ce qu'il demande est un resserrement des contrôles migratoires, qui limite à peu près à ça, et qu'on les laisse agiter de temps en temps quelques symboles nationalistes. Mais globalement, sur ce qu'est le projet européen, et ça rejoint la réflexion que je pouvais faire tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que ce sont des gens de droite, et qui sont des gens qui sont convaincus par la nécessité et les bienfaits d'une politique libérale de droite. Et que l'Europe telle qu'elle est organisée, elle leur pose pas de problème. Vous n'avez pas entendu Salvini dire que le marché intérieur européen lui posait des problèmes. Vous l'avez entendu à un moment donné, dans les jours qu'ont suivi la victoire de la coalition improbable de la Ligue et du M5S, vous les avez entendus dire que oui, comment ça, les 3%, mais ils s'en foutaient, tout ça, oui, ils ne respecteraient pas les règles budgétaires. Bon, ça a fait quelques clapotis, et puis tout ça est rentré dans l'ordre. Tout ça est organisé. Je pense que l'un et l'autre, Macron et cette espèce de bloc nationaliste européen, ont besoin de théâtraliser cette confrontation. Mais globalement, tout ça convient bien à tout le monde. Je n'ai pas entendu dire que le gouvernement italien, et ça renforce ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas envisager une rupture avec l'Union européenne si on n'a pas défini d'abord quelle politique on voulait faire.
Moi, la confrontation avec l'Union européenne telle que l'envisagerait Salvini, ça ne m'intéresse pas. La preuve, c'est qu'il ne va pas en sortir. La preuve, c'est normal, ça l'arrange bien. Ce sont des gens de droite. Moi, je suis de droite aujourd'hui, j'ai jamais envie de sortir de l'Europe, elle est parfaite pour moi. Enfin, honnêtement. Philippe, oui, quand on parle de l'Union européenne, il faudrait faire une distinction un peu plus claire, justement, comme vous sous-entendez, entre les pays qui ont l'euro et les pays qui ne l'ont pas, premièrement. Autre sujet, si vous voulez, je pense que, comment dirais-je, ce que je voulais dire. On peut parler de l'euro déjà. On peut déjà répondre à ça. Mais il y a effectivement le fait d'avoir perdu, d'avoir organisé une monnaie unique, c'est-à-dire d'avoir perdu pour un gouvernement un nouvel aspect de sa souveraineté, à savoir la politique monétaire. C'est sûr que ça, aujourd'hui, c'est un ensemble qui lie plus les États qui l'ont perdu, par exemple, que la Grande-Bretagne, qui, soit dit en passant, quand on dit si c'est l'Europe, c'est le chaos, bon, la Grande-Bretagne n'a jamais eu la monnaie unique, va conserver la livre. Je n'ai pas entendu dire que ça avait plongé la Grande-Bretagne dans une espèce de pluie de sauterelles, telle qu'on nous la promet si jamais on aurait l'audace d'envisager une rupture avec l'euro. Bon. Mais moi, c'est sans doute ma sensibilité douanière, et je ne crois pas que le sujet de l'euro soit le point crucial. Je pense qu'on fait, c'est un avis personnel, je ne suis pas obligé de le partager, mais je ne crois pas que ce soit le point crucial. Je pense que le point crucial, le point nodal sur lequel est organisée l'Union européenne, c'est le marché unique. Et le marché unique, il est un vrai problème parce qu'en fait, il démonétise toute espèce de politique souveraine que vous pouvez envisager. Parce que le marché unique, il ne vous dit pas grand-chose. Il vous dit juste, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun instrument de contrôle sur l'espace sur lequel on s'interroge. Ah. Et au-delà, puisqu'on peut importer, chacun peut vendre ce qu'il veut en Union européenne, ce qui n'est pas le cas forcément dans le bloc américain. Voilà. Et il n'y a plus aucune espèce de barrière de contrôle, de régulation au sein de l'Union européenne. Par contre, pas de problème, chaque État peut continuer d'avoir sa politique fiscale, sociale, qui lui importe. Sauf qu'en faisant ça, vous avez de fait aligné tout le monde sur un standard qui est celui le plus bas possible. Aujourd'hui, vous avez le salaire minimum en Roumanie est à peu près autour, le salaire est à peu près autour de 180 euros. Évidemment, aujourd'hui, n'importe quel grand groupe va délocaliser sa production dans un pays qui lui permet, après, de toute façon, de réimporter cette production-là sans aucune forme de régulation douanière. Aucune, puisque vous avez un marché unique. Donc, à partir de ce moment-là, votre politique sociale, vous pouvez toujours la voir si ça vous amuse, mais elle est de toute façon démonétisée. Et vous regarderez bien si tous les gouvernements, tous qui se suivent depuis, maintenant on va dire le début des années 90, ils se servent de ça comme argument. Vous dites, bah oui, mais la retraite, là, les régimes sociaux français coûtent extrêmement cher, c'est insoutenable, on ne peut pas continuer, le droit du travail, regardez, ces codes extrêmement épais, enfin, et sur quoi on se base? C'est qu'on vous dit, c'est pas concurrentiel. Vous ne pouvez pas continuer parce que regardez à côté, machin, c'est moins cher. Bah oui, et c'est vrai. Et c'est vrai. Dans un marché unique, ça n'est pas possible. C'est inenvisageable. Vous avez l'Irlande qui pratique une politique de paradis fiscal, qui s'assume en Union européenne. Le Luxembourg, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a été à la manœuvre pour organiser un paradis fiscal en Europe. C'est de la folie furieuse. Philippe, on a retrouvé sa question. Vous avez raison, dans la mesure où l'Union européenne, c'est également surtout un marché unique, dans la mesure où certains auteurs l'ont montré, qu'il y a des pays comme la Hongrie et d'autres font des exceptions à l'Union européenne tant que ces exceptions sont marginales, comme la question migratoire qui compte le cœur de l'Union européenne. C'est effectivement, comme vous dites, le marché unique. Et donc, c'est Coralie Delhomme et David Kella ont montré que la fin de l'Union européenne, elle était potentielle parce qu'il y avait beaucoup de divergences, mais qui n'atteignaient pas le cœur du sujet.
Autre question que je voulais vous poser, vous dites, vous élaborez un scénario de sortie de l'Union européenne par un gouvernement de gauche et qui commencerait, je présume, par une réforme de la Constitution et ensuite un référendum. Imaginez que vous perdez ce référendum. Vous perdez quoi? Vous démissionnez? À un moment donné, effectivement, il faut poser la question à terme cru. Il y a une logique à faire comprendre aux électeurs, mais c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de communication et de dire les choses. Ça fait partie, on le développe aussi dans l'ouvrage. Il faudra effectivement pas attendre le dernier moment pour le poser. Je pense qu'un gouvernement qui entend remporter des élections pour appliquer un programme de gauche, à mon avis, devra aussi dire tout de suite qu'il y a un blocage européen, qu'il est constitutionnel. Ça sera peut-être un peu compliqué, mais avec quelques mots pédagogiques, je pense qu'on peut y arriver. Et que donc, obligatoirement, lui, il posera un référendum de modification de la Constitution dans les 2 mois qui suivront son arrivée au pouvoir. S'il le perd, il le perd. Enfin, à un moment donné aussi, il faudra obligatoirement annoncer la question en même temps que, c'est-à-dire que si je remporte les élections, moi je ferai un référendum. Donc si vous votez pour moi, c'est pour ça. Après, voilà, on ne peut pas préjuger de ce qu'un peuple décide de faire. Mais ne peut-on pas considérer que l'élection d'un tel gouvernement vaudra un référendum? Non, ça, moi je pense qu'on ne peut vraiment pas. Parce que moi je crois fondamentalement à l'état de droit. Je pense qu'une société organisée avec des rapports pacifiés, elle doit s'organiser par le droit. Le droit, c'est ce qui permet de ne pas recourir à la force. C'est ce qui permet d'organiser, en théorie, après j'entends bien, et les manifestations qui se succèdent jour après jour peut-être apportent semaine après semaine, samedi après samedi, plutôt apporte peut-être un bémol à ce que je viens de dire, mais dans le principe, ça ne va pas s'organiser autrement. Je ne pense pas que vous pouviez avoir une société pacifiée autrement que par des règles de droit admises par tous. Je ne pense pas que ce soit possible. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même tous d'accord pour dire que, on peut ne pas l'être après tout, mais qu'il y a une constitution et qu'elle engage les gouvernements qui se succèdent et qui remportent les élections. Voilà. Le problème de cette constitution, et ça c'est inadmissible, je pense que les juristes qui ont fait ça l'ont fait en connaissance de cause, mais ça je pense que c'est inadmissible au regard de ce que je pense doit être le droit constitutionnel, c'est qu'elle porte en elle le fait que vous avez une politique économique qui est constitutionnalisée. Ça, je pense qu'il faut l'enlever, tout simplement, pour permettre après à la société de fonctionner. Si vous ne l'enlevez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, vous perdrez tous vos recours aux élections, tous vos recours devant les tribunaux, tous. Ce n'est pas le cas au début. Au début, il n'y avait aucune restriction pour la politique économique. D'ailleurs, à l'époque, l'État intervenait beaucoup. Et il y avait un secteur nationalisé extrêmement important. Oui, mais vous avez eu un secteur. Mais ça ce sont des textes européens qui se sont succédés. L'acte unique qui fixe. La Constitution elle-même de 58. Absolument pas atteinte, il y a le préambule de 46. Oui, mais vous pouvez toujours l'avoir. On peut l'invoquer aussi. Vous pouvez l'invoquer. Vous pouvez l'invoquer, vous pouvez invoquer des termes qui seront contraires entre eux. Il n'empêche que dans votre Constitution, vous avez la participation de la France à des traités européens qui existent, qui sont sur la table, avec un droit dérivé. Donc vous allez être obligé de vous en extraire. Si vous vous en extraire... On fait un référendum, on fait un petit congrès à Versailles pour les bricoles comme ça. Vous arriverez à convaincre les sénateurs, vous croyez? C'est vrai. Je ne suis pas sûr. Vas-y. Vous avez évoqué Salvini ou Orban, mais est-ce que un des problèmes de la gauche à l'Union, face à l'Union européenne, c'est pas aussi sa tête pensante? Tout simplement, la gauche qu'on voit depuis 40 ans, Mélenchon en est l'exemple, mais je pense et même la jeunesse, puisque si on pense à Manon Aubry, qui est actuellement la tête de liste de la FI pour les européennes, dit très clairement, on ne sortira pas de l'Union européenne. Voilà, comme ça a été clair et net, elle l'a dit il y a encore même pas 15 jours. Est-ce que, tout simplement, la tête de la gauche n'est pas totalement acquise à l'Union européenne? Que ce soit du PS, si on considère que c'est la gauche, jusqu'à la gauche anticapitaliste douce, c'est-à-dire la FI et encore un peu plus. Là-dessus, moi je pense que pour ce qui est de la gauche social-démocrate, je pense qu'il y a vraiment eu, au cours des années 80, entre le moment où
le moment crucial de 83 où la gauche socialiste au pouvoir décide, sous l'influence européenne, c'était quand même dès 83 pour le coup, sous l'influence de Delors en particulier, se dire on lève les mains et puis on abandonne au nom notamment de la construction européenne. Je pense que c'est assez terrible, mais du coup, le fait de renoncer à la capacité de porter un programme de transformation sociale de gauche a créé une béance idéologique sur ce que pouvaient porter ces partis qui étaient quand même affichés comme de gauche. Et donc il a fallu le remplacer, et que non seulement l'Union européenne a forcé à se dessaisir de notre idéologie économique et sociale, mais en plus elle a servi d'idéologie de remplacement. Pour le Parti socialiste, la construction européenne est devenue désirable en tant que telle, et même nécessaire en tant que telle. C'est-à-dire qu'on ne disait plus ce qu'on mettait dedans, mais il fallait construire l'Europe. On construisait l'Europe parce qu'il fallait, c'était le sens de l'histoire, c'est le dépassement des nationalismes. Voilà ce qu'on a dit tout à l'heure, le dépassement des nationalismes, on donne la main à Helmut Kohl, voilà, et puis là-dessus, effectivement, il y a eu cette concomitance de la chute des régimes communistes, le rideau de fer se lever, l'Europe retrouvait ce qu'elle n'a jamais eu d'existence réelle, historique, sous cette forme, mais peu importe, on a vendu quelque chose comme étant une espèce d'horizon indépassable. Alors après, c'est un contexte historique particulier, c'est-à-dire que en même temps, la gauche, ce qu'on appelait la gauche réelle, le communisme réel a montré que c'était un échec terrible, c'était Fukuyama, le sens de l'histoire, la fin de l'histoire, enfin tout ça est arrivé en même temps. La gauche a eu un peu honte d'elle-même, a eu honte d'avoir porté, n'avait plus de projet de substitution. La social-démocratie n'arrivait plus à se vendre comme étant un communisme apaisé, acceptable par tous, et du coup il n'y avait plus rien. Et c'est assez schématique ce que je dis, mais ça s'est quand même un peu passé comme ça, et que du coup l'Europe en tant que telle, alors même que c'est elle qui vous avait contribué à vous désagréger en tant que parti de transformation, est devenue une idéologie en tant que telle. Il faut construire l'Europe, mais c'est ce que les socialistes ont dit, ils l'ont vendu comme ça. Et si vous êtes contre ça, vous êtes un immonde conservateur, passéiste, nationaliste, et on range tous dans la même case. Alors aujourd'hui, je ne mettrai pas, moi je continue de ne pas mettre la gauche de transformation sociale dedans. Il y a chez nos amis trotskistes, de toute façon, par exemple, ils s'extraient complètement de cette réflexion-là, puisque pour eux, de toute façon, l'État est un problème. Donc en soi, de toute façon, la question ne se situe pas au niveau territorial sur lequel on pourrait exercer la souveraineté. La souveraineté étant même pas, pour certains d'entre eux, un sujet de toute façon majeur. Le sujet majeur, c'est la lutte des classes, et de toute façon, de ce point de vue-là, les États, les territoires, les frontières sont de toute façon des obstacles qu'il convient d'abaisser. Donc, c'est pas, quelque part, c'est pas leur champ de réflexion. Par contre, dans celui, on va dire, ce que tu as appelé la gauche de transformation sociale douce, on pourrait appeler quand même une certaine forme aujourd'hui, moi ce que j'appelle la gauche de transformation, la gauche non socialiste, peu importe. Je pense qu'elle a compris, mais elle a mis du temps quand même vraiment à comprendre. Et il y avait aussi tout ce contexte que j'ai rappelé. On sort quand même d'une période particulière qui était celle de la fin des années 80, du début des années 90. Il a fallu redresser quand même la tête. Il y a eu quand même tous ces mouvements portés par Attac, l'altermondialisme. Il a fallu rassembler tout ça. Aujourd'hui, je pense que pour beaucoup d'entre eux, ils ont fait quand même un chemin important. Mais par contre, je pense que chez beaucoup d'entre eux, on est toujours persuadé que le lecteur n'en veut pas. Que donc, il faut trouver des stratégies de contournement. Je pense moi j'analyse comme ça. Ils pensent qu'il faut trouver des stratégies de contournement parce qu'on ne peut pas aller frontalement devant les électeurs en disant l'Europe est un problème, il faut la faire sauter, et puis là on pourra faire de la gauche. Je pense que c'est... Et quelque part, je pense qu'ils n'ont pas complètement tort, parce que dans l'imaginaire collectif, après cette séquence d'une trentaine d'années qui commence depuis 83, je pense que les gens sont quand même sérieusement intoxiqués. Et la preuve, pour moi, on est avec le mouvement des Gilets jaunes, parce que le mouvement des Gilets jaunes, il exprime quoi en bonne partie ce rejet de ce monde créé par la mondialisation, la concurrence exacerbée, le fait qu'il fasse toujours tout tirer les normes vers le bas, le fait qu'aujourd'hui les usines se délocalisent, le fait que vous pouvez, aujourd'hui les territoires entiers, le sort qui a été fait aujourd'hui en France à des territoires de Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, c'est quand même complètement terrifiant. Aujourd'hui, vous apercevez quand une usine comme
GMS ferme ses portes dans la Creuse, tout à coup vous avez un département dans lequel vous n'avez plus rien du tout, il ne reste rien. Et ça, je pense que l'Union européenne a été quand même un vecteur dynamique de cette explosion des territoires. Je pense que la colère des Gilets jaunes exprime ça, mais dans ce qui est exprimé, on n'entend pas frontalement de remise en cause de l'Europe. Ça, c'est un vrai sujet. Monsieur. Non, je voulais juste préciser sur la question des salaires roumains que l'euro est quand même pas neutre pour vous, puisque ça nous empêche d'évaluer. Et que donc la seule solution, c'est d'agir sur la masse salariale. Oui. Moi, je pas dit. Travail et tout ça. Non, mais je suis complètement d'accord. C'est l'euro qui empêche les États d'emprunter auprès de leur banque centrale. C'est sûrement pas un instrument neutre. Mais ce que j'ai répondu tout à l'heure aux camarades, c'est que la question euro, pas euro, pour moi, n'est pas la question qui permet de résoudre le problème que pose l'Union européenne. Enfin, voilà, il y a le problème du marché unique. Qui est le problème, à mon avis, crucial, parce que quand on entend parler, par exemple, beaucoup d'Europe à plusieurs vitesses, c'est souvent aussi un truc qui ressort quand on dit, ouais, effectivement, ça marche pas, mais c'est pas grave, en fait, on se mettra avec certains d'entre nous, puis on fera un truc, et puis les autres iront pas, ils feront d'autres choses de leur côté, et puis on avancera avec les plus volontaires, ce qui correspond globalement beaucoup aux idées du PS. En gros, c'était le sujet de Piketty dans son bouquin de 2017, qui ne faisait qu'à mon avis que rajouter des problèmes aux problèmes. Mais tous ces projets d'Europe à plusieurs vitesses, pour moi, ils ont un problème crucial, c'est qu'ils admettent tous que la base de l'Union européenne reste le marché unique. Ils admettent tous ça. Or, comme c'est le problème crucial de la création du dumping, et qui du coup annihile toute forme d'espèce de politique souveraine, vous n'avez rien résolu, à mon avis. Parce que le clivage au sein de la gauche, il porte uniquement sur les problèmes sociaux. Parce qu'au fond, il n'y a pas un autre clivage dont on ne parle pas, mais qui me paraît fort, et qui joue beaucoup d'ailleurs dans l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas l'atlantisme? Parce que finalement, actuellement en Europe, tout le monde a l'air de considérer que c'est normal quand un pays adhère que parallèlement il adhère à l'Alliance Atlantique. Et la gauche là-dessus n'est pas claire. La gauche social-démocrate, elle est atlantiste, pour moi c'est clair. Et est-ce que c'est pas là justement un des points qui crée un clivage aussi? Si, sûrement. Alors, c'est effectivement pas un sujet sur lequel je m'étendrai trop, parce que c'est vrai qu'on ne le traite pas directement dans ce livre-là. On s'est vraiment attaché d'abord aux problèmes économiques et sociaux. Mais c'est vrai que oui, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est en dehors de notre démonstration qui s'est attachée à démontrer le poids des traités, puisque effectivement, ce tropisme atlantiste, il n'est pas en tant que tel inscrit dans le projet européen, mais bien sûr qu'il est... il est sous-jacent. Oui, il est très clairement derrière. Bon, je partage le fait qu'effectivement, ça fasse partie du paquet global de questions. Et je pense, après, je ne sais pas trop, je ne pourrais pas m'étendre sur le sujet, parce que là, pour le coup, je n'ai pas analysé la position de chacun d'entre eux là-dessus. Et très clairement, c'est pas... Le général, président de la 5e République, justement. Jean-Marie. Oui, sur l'évocation que vous avez faite, de la gauche social-démocrate, cet attachement viscéral à l'Europe, je repensais tout à l'heure à la phrase de Mitterrand, qui est, je crois, de 1992, où vous vous souvenez peut-être, où il parle de la patrie pour la jeunesse, etc. Tout à Brest, il a cette formule, la France, ma patrie, l'Europe est mon avenir. Ce qui est une formule très ambiguë, mais qui laisse quand même très clairement supposer que la France n'est pas l'avenir. Et que donc l'avenir, quoi qu'on en dise, c'est l'Europe. J'aimerais apporter un petit bémol. Il y a eu une intervention très brillante sur les Pays-Baltes il y a un instant. Je voudrais rappeler quand même que les petits peuples ne sont pas toujours méprisables et qu'ils sont parfois, comme dans les fables de La Fontaine, susceptibles de faire tomber des empires. Mais surtout, même dans un pays comme l'Estonie, les dernières élections qui ont eu il y a quelques semaines, il y a un parti très eurocritique qui est aujourd'hui en position de bloquer toute
de formation gouvernementale et que la présidente de la République estonienne a intimé aux autres, aux partis, de ne pas s'allier avec lui. Mais est-ce que vous ne pensez pas plus sérieusement qu'on a quand même l'épuisement aussi d'une certaine capacité de séduction de l'Union européenne, qui n'était pas seulement économique. L'Union européenne, c'était la liberté pour beaucoup. Rappelez-vous l'Espagne et le Portugal, sortir de la dictature s'accomplissait dans l'adhésion à l'Union européenne. Pour les pays d'Europe de l'Est, il est tout à fait frappant qu'il n'y a pas eu d'autres programmes, à ma connaissance, je ne suis pas un grand spécialiste, mais d'alternatives après la sortie de l'espace soviétique, autre que adhérer à l'Union européenne, peut-être même plus que l'adhésion à l'OTAN, qui n'était pas nécessairement un point sur lequel il y avait un consensus, mais l'adhésion à l'Union européenne, c'était quelque chose, et d'ailleurs on a accepté cet élargissement pratiquement du jour au lendemain, 10 États d'un seul coup, qui était tout à fait incroyable. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, là aussi c'était un épuisement? Regardez, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, dont on parle encore peu, on commence à évoquer dans les médias, les fameuses réunions 16+1 entre les pays d'Europe de l'Est, membres ou pas de l'Union et la Chine, sommet qui a lieu tous les ans. Je ne vais pas vous dire qu'on a un sommet Europe de l'Ouest, États-Unis ou Europe-États-Unis tous les ans, sauf pour se faire enlever régulièrement, enfin bon, ça c'est autre chose, l'année chinoise c'est une autre arme. Et puis, donc est-ce que un certain nombre de ressorts de l'Union européenne ne sont pas en train de mourir ici et là? Et puis il y a une dernière petite chose sur laquelle j'aimerais vous interroger. Comment vous réagissez face à, vous avez dit la nation, pas tellement mon problème, d'accord. Il y a quand même aujourd'hui des revendications nationales qui émergent, des micronations, avec tout le respect que je dois, puisque j'ai évoqué tout à l'heure les pays baltes. Comment vous réagissez-vous à ces affirmations, ces revendications catalanes, peut-être demain basques, aujourd'hui aussi flamandes, pour m'en est bien, l'Écosse, l'Alsace qui veut sortir de la région. Voilà, il y a quand même là. Est-ce que, voilà, comment vous réagissez à ça? Et quel regard de gauche sur ces questions-là? Question nationale. Mais ce sont des questions, je pense très importantes, souveraineté nationale, et qu'il faut effectivement pas éluder. On a voulu, pour le coup, véritablement poser une problématique nous dans notre livre, et c'est pour ça que je la présente comme ça et qu'on la présentera toujours comme ça, qui est celle de la poser sur le fait réellement du contenu d'une politique de gauche et sous l'angle économique et social. C'est réellement sur ça qu'on a voulu s'attacher parce qu'on pense qu'elle est compréhensible comme ça. Et on pense qu'elle c'est le meilleur vecteur pour emporter l'adhésion. De prendre les choses pour nous, ce qui est à l'endroit. C'est-à-dire que d'abord, ce qu'on veut quand on est de gauche, c'est le progrès, l'égalité et la justice sociale. Et parce que l'Union européenne en empêche, qu'il faut s'attaquer à ce problème. Mais je suis d'accord qu'il faut aller plus loin. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on essaye de faire, nous, en répondant de façon, on va dire, politique, institutionnelle, programmatique et stratégique pour un gouvernement qui souhaiterait le faire. Mais derrière, il y a les questions que vous posez. Je suis d'accord complètement sur le fait de dire qu'il faut s'interroger au-delà des seuls constats qu'on peut faire sur les traités, la politique monétaire, l'Union européenne, enfin l'Europe, ce qu'elle porte dans son contenu, sur l'idée et l'image qu'elle renvoie. Parce que si on ne s'attaque pas à cette question-là, on sait qu'on n'est pas sur des ressorts qui sont purement rationnels et que la symbolique, elle compte vraiment beaucoup. Et moi, je partage complètement ce que vous avez dit, c'est qu'à un moment donné, je sais pas, on a tous des souvenirs d'enfance, quand on a été gamin, on nous vendait véritablement, et quelque part, enfin je pense que tout le monde y a cru, c'est de bonne foi, que l'Europe c'était vraiment, effectivement, on allait s'avancer vers ça et que toutes ces pages sombres de l'histoire ne seraient jamais que définitivement des mauvais souvenirs parce qu'on allait aller vers l'Europe. Effectivement, l'Espagne sort du franquisme, elle va vers l'Europe. L'Europe de l'Est sort des dictatures, sort du joug soviétique, elle va vers l'Europe. Et tout ça se faisait naturellement, et personne n'a voulu voir que ça a permis au capitalisme et à l'ultralibéralisme d'avancer ses pieds en même temps. Mais c'est une réalité à laquelle il faut répondre. C'est pour ça, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure,
Je pense qu'on ne peut pas évoquer ce sujet-là sans dire aussi ce qu'on propose comme autre forme d'Europe. Parce qu'on peut pas, il faut véritablement ne pas dire, ben voilà, on se sortira parce que c'est nécessaire, on ne peut pas faire autrement. Si on vote de gauche, il faut en sortir. Et puis après, ne pas dire ce qu'on voudra faire d'une Europe. C'est ce qui m'amène à répondre sur l'histoire du régionalisme et de l'échelon pertinent. Pour moi, les régionalismes aujourd'hui, ils sont complètement partie liés à cette idée de supranationalité et de dépassement par l'Europe. C'est assez logique dans un ensemble dans lequel la supranationalité européenne fait disparaître la capacité d'intervention des États d'avoir autre chose. Parce que finalement, les régionalismes, la poussée des régions, participe à la même chose, qui est celle du dépassement des États, dans lequel quand même s'était organisé notamment la confrontation des revendicatifs économiques et sociaux, et qui ont permis de faire émerger quand même, quoi qu'on en pense tous, qui ont permis quand même de faire quand même émerger des politiques économiques et sociales quand même assez poussées, notamment en France. Et finalement, cette poussée régionaliste, c'est une réponse à ça. C'est une réponse, qu'est-ce qui se passe en Catalogne, qu'est-ce qui se passe en Lombardie, Vénétie, et quand tout semble plus ou moins se déliter, la réponse qui consiste à dire concentrons-nous sur notre identité régionale, et puis aussi quand même débarrassons-nous des régions pauvres, parce que c'est quand même beaucoup ça qui va avec. Débarrassons-nous des Andalous qui nous coûtent cher, débarrassons-nous de ces feignants siciliens qui sont que des mafieux qui nous coûtent cher, et puis restons entre nous, et puis ça ira beaucoup mieux. Et puis on restera au sein de l'Union européenne, puisque le problème c'est cet État. C'est l'État national, social, qui coûte cher, il y a trop d'impôts, il y a trop de programmes sociaux. Tout ça, de toute façon, c'est que pour les pauvres qui veulent rien faire. Donc il y a quand même beaucoup ça. On observera quand même que les régionalismes, c'est quand même surtout celui des régions riches. C'est-à-dire que ces séparatismes sont pour but de faire sauter l'État-nation, qui reste quand même effectivement le territoire sur lequel s'effectuent des politiques redistributives et notamment territoriales. Pour moi, ce ne sont que des expressions d'égoïsme qui sont par ailleurs taxées de nationalisme ailleurs. Et j'ai du mal à comprendre en quoi le nationalisme lombard, qui est d'ailleurs, je ne sais pas quand dans l'histoire une nation lombardo-vénitienne a existé, mais ils m'expliqueront sûrement mieux que moi. Mais elle a existé sous le jeu autrichien. Et encore que je sache, c'était pas la Lombardie-Vénétie, il y avait d'autres territoires. Donc en tant que tel, la Lombardie-Vénétie, elle n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu un État lombardo-vénitien. Il y a eu un vénitien, mais ouais, enfin tout ça a été sous. Non, mais c'est un bon exemple. C'est un bon exemple parce que en fait, il y a un régionalisme, mais qui finalement n'a pas réellement de. Enfin, point de vue, on pourrait après se lancer dans une histoire de la domination du Saint-Empire sur l'Italie du Nord, mais quand même, malgré tout, il n'y a pas eu d'État-nation, au sens où on peut l'entendre en France, constitué. Il n'y a pas de nation lombardo-vénitienne. Enfin, je ne pense pas. Tout ce que ça montre aujourd'hui, c'est qu'en gros, c'est surtout une expression qui consiste à, je pense, à d'égoïsme pur, et de dire, bon, on veut se débarrasser des pauvres, et ces pauvres sont caractérisés par l'État-nation. On va s'arrêter là. Tout ça. Merci.